Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Shop des Titans. Là c'est sûr, on va parler CRO avec Martin. Salut Martin. Salut Simon, bonjour à tous. On va parler principalement des 5 plus grosses problématiques en mobile. Du coup Martin, tu nous as listé 5 points spécifiques. Et ben on va commencer direct, vas-y pour le premier, qu'est-ce que c'est ? Ouais, 5 points qui sont assez classiques et que je vois chez beaucoup de e-commerçants, notamment sur mobile, alors qu'on sait que le mobile, ça représente 75% du trafic au moins sur chaque site. Le premier que je vois trop souvent, c'est le pop-up. Code de réduction, pop-up newsletter, qui arrive directement sur le site après que tu aies cliqué sur une ad ou peu importe. Tu arrives sur le site, tu connais pas encore bien les produits, tu connais pas encore bien l'offre. Et là, tu te prends le pop-up, moins 5%, moins 10% sur ta première commande. Pas ouf pour l'expérience utilisateur. C'est ta première commande, en plus, ta première visite sur le site, tu te prends aussi le cookie, le pop-up des cookies, exactement. Le bon combo. Ouais. Et donc, résultat, frustration, perte d'attention de l'utilisateur. Et il y en a aussi qui quittent. Pour l'expérience utilisateur, c'est un no-go direct. Ouais, c'est vrai que ce truc du pop-up, c'est un peu un truc qu'on dit assez souvent, j'ai l'impression, dans le e-commerce. Qui peut des fois paraître être un peu une légende, genre les pop-ups ça casse un peu ta conversion et tout. Alors oui et non, en effet si ça arrive direct et que tu en as 150 000, tu l'as dit et tu l'as testé sur plusieurs marques aussi avant de nous rejoindre, tu l'as vérifié, en effet ça dégomme ta conversion. Après les pop-up peuvent être quand même utiles, je sais qu'on en a parlé un peu en off tout à l'heure, enfin ce matin, sur la partie en fait c'est intéressant sur ces moins 10%, notamment sur ta première commande, ce pop-up là est quand même intéressant pour la conversion, c'est juste qu'il faut pas le faire arriver il faut direct. Bien le display au bon moment. Il y a 2-3 techniques, surtout 2 notamment pour trouver le bon timing. C'est surtout analyser le temps de moyen. Tu vas sur Google Analytics, tu regardes un peu le temps moyen que les gens passent sur le site. Ouais. Et à ça, t'enlèves 3 secondes. Et en fait, t'affiches ce pop-up à ce moment-là par rapport à un timing. Et en fait, tu déclenches le pop-up juste avant que l'utilisateur moyen décroche de ton site. Okay. Ce qui est quand même un peu plus pertinent. Et puis, il est déjà peut-être plus engagé dans le parcours. Il a visité plusieurs pages. Ce qui est quand même plus intéressant de le display à ce moment-là. Ou autre option pertinente aussi, attends, je regarde un peu mes notes aussi, déclencher sur la page produit lorsqu'il a montré un vrai intérêt pour ton produit. Et à ce moment-là, l'offre de moins 10% elle est plus pertinente puisqu'il est déjà engagé dans la recherche ou dans la compréhension de ton produit. Exactement. Il y a aussi, on en parlait aussi un petit peu plus tôt, c'était peut-être de rappeler justement ce potentiel code de réduction dans le panier. Tu vois, tu parlais de la page produit, mais le panier c'est aussi intéressant parce que tu as mis sur ce panier, j'ai envie d'y aller. Ah, je me rappelle qu'il y avait un pop-up au début, j'avais moins 10%, ce qu'il ne faudrait pas que j'utilise ces 10%. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Il y a des façons plus smart de l'afficher que directement popper quand tu arrives sur le site et que tu ne connais pas encore bien l'offre, les produits, etc. Ouais. Et que tu veux te faire... C'est ton premier contact, c'est une première image. Donc c'est dommage de l'afficher à ce moment-là. Ouais, surtout, c'est ce que tu mettais justement dans la préparation de ce podcast, c'est que sur un... C'est vrai que quand c'est sur ordi, c'est un peu moins perturbant. Tu dis, bon, vas-y, je quitte et tout, parce que tu as quand même tout ce qui est autour de ton pop-up qui est visible. Exactement. Mais c'est vrai que sur téléphone, notamment, parce que de plus en plus, les écrans sont grands, donc ça va, mais c'est pas non plus toujours incroyable. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont encore sur des iPhone 6, iPhone 7, où vraiment c'est encore plus perturbant, quoi. Et puis ça aussi ça te prend tout ton écran, etc. Et aussi, un deuxième petit tip, c'est embrigadé là-dedans, c'est que généralement, il y a pas mal de pop-up mobiles, pas sur les grosses marques, etc., qui sont bien accompagnées, mais qui sont au format desktop sur mobile. Tu vois, à l'horizontale et pas à la verticale. Ça aussi, adapter le pop-up, le format. Ça, c'est un très bon point. On le voit encore pas mal sur des sites de e-commerce. C'est très intéressant d'en parler. Écoute, très cool. Est-ce qu'on a fait le tour sur ce point-là ? Sur ce point-là, je pense on peut passer au suivant. On peut passer au deuxième point. Donc qui sont les menus mobiles mal équilibrés. Est-ce que tu peux pas très bien optimisés, comme je disais tout à l'heure. En général, en gros, à minimum, le trafic mobile, ça représente 75% du trafic sur un site e-commerce. Et sur ces 75%, on va dire, j'ai pas la stat exacte, mais 90%, 85% des gens qui cliquent sur le menu pour naviguer et donc sur le menu mobile pour naviguer et se repérer sur le site. Quand tu regardes sur Hotjar, tu regardes le top 3 des clics, généralement le menu il est dans le top 3, c'est sûr, mais il peut être top 1 assez facilement. Généralement, tu as le cookie consentement en 1 et le menu mobile en 2. Effectivement, et donc il faut profiter de cet espace-là. Encore sur beaucoup trop de sites Shopify, je vois le menu hyper simple, etc. Ce menu il doit guider un peu l'utilisateur dans son parcours d'achat. C'est un passage qui est vu par tout le trafic, quasiment tout le trafic mobile. Donc il faut l'optimiser. Juste mettre par exemple une phrase de description sur chaque onglet, catégorie du menu pour contextualiser et savoir un peu où tu vas aller. C'est important, c'est déjà une première étape. Et ensuite, une deuxième étape, vu le trafic, c'est de faire ressortir par exemple une page clé, une page spécifique qui marche bien sur ton site. Je pense à Dijo qui a fait ça en mettant en avant son quiz ou son diagnostic. Carrément. Donc tu vois, c'est des pages où tu veux emmener le visiteur à faire ressortir. Et ça peut être aussi un pack à composer, un pack
composés qui fonctionnent généralement bien. Ouais, ça c'est un très bon exemple que tu as donné. En effet, on avait fait un A/B test sur Dijon où le menu mobile était très simple au début, où tu rentrais par genre nos produits, nos comment ça s'appelle, nos routines, et il y avait aussi un troisième truc. Donc c'était et après tu avais des sous-pages dans le menu. Et en fait, on s'est dit bon, le diagnostic n'est pas assez mis en avant, donc on l'a remis plus en avant. Et on a fait, je me souviens plus, mais tu avais été regarder la stat récemment, mais je l'ai plus. Mais en gros, on voyait qu'il y avait un pourcentage de conversion qui était bien supérieur, enfin qui est significatif en tout cas. Et plus tôt dans la journée, là on est en séminaire, donc voilà, on a plein d'ateliers. Et du coup, Martin a fait un atelier tout à l'heure où il nous a présenté des exemples de sites sur lesquels il a travaillé. Et pour une marque de cosmétiques, en effet, tu l'as dit, mais je l'illustre un petit peu, où tu avais un menu qui était assez classique, qui était quand même assez fourni, mais qui n'avait pas justement ce petit descriptif de ce que ça impliquait. Ouais. Et notamment, je crois qu'il y avait des routines aussi, où ça expliquait les routines, à quoi ça sert, enfin en gros, et c'est intéressant. C'est que sur 2 lignes, c'est assez discret et tout, mais c'est... Voilà, on recommande une phrase courte, c'est sur mobile, et les gens, ils ont quand même peu d'attention disponible, mais pour les guider où on veut les emmener dans le parcours d'achat, tout simplement. Ça, c'est une première itération. On peut aussi, dans un second temps, ajouter de la réassurance, parce que c'est une page, c'est un élément qui est énormément vu, donc tu peux rajouter une petite review, ou un appel à l'action, ou des bénéfices de ton produit ou de ta marque. Enfin, il ne faut pas hésiter à tester plusieurs choses et afficher des éléments, puisque c'est un point de passage quasiment obligé pour les visiteurs sur mobile. Ouais, carrément, trop bien. Alors, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut surcharger le menu, quoi. Mais ouais, intéressant de se... On n'y pense pas, mais ce menu, en fait, il est tellement vu qu'en fait, c'est un outil marketing extrêmement puissant parce que c'est un des trucs qui est le plus vu sur un site. C'est pas le truc le plus vu. Exactement. Donc ouais, il faut y aller à fond et mettre pas mal d'éléments de réassurance, d'explication de ton produit. Parce qu'une fois que tu es rentré dans une catégorie par ton menu et qu'en fait, tu as cliqué sur un truc qui n'était pas assez clair, en fait, tu arrives sur une catégorie qui n'était pas celle que tu voulais. Enfin bref, tu peux faire des allers-retours à l'infini. C'est aussi ce qui fait des fois que le menu est très cliqué. C'est que les gens sont un peu paumés, ils sont pas arrivés sur les bonnes collections. Beaucoup d'allers-retours, ils sont perdus, ils reviennent dans le menu, etc. Bon, après, tout ce qu'on dit, je tiens à préciser que c'est aussi soumis à des A/B tests. Il n'y a pas de règle générale, etc. Il faut aussi tester. Typiquement, le menu, il y a plusieurs itérations à faire. Tu peux aussi modifier les phrases de description, etc. Tu as plusieurs tests à faire. Ouais. Carrément. C'est-à-dire que même si on reprend l'exemple des jeux qu'on a eu tout à l'heure, en réalité, le nouveau menu du coup qui performe mieux, il y a sans doute une optimisation encore dans ce menu. Aller chercher en plus, Donc, c'est très intéressant. Troisième point. Tu avais un autre truc à dire? Non, c'est bon, on peut enchaîner sur le troisième point. Alors ça, c'est un truc qu'on dit depuis genre la création de Moon quasiment. C'est les carousels, en effet, ne pas trop en abuser. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, je parle là des sections carousel, pas du carousel produit image que tu as où tu scrolles, mais plutôt des sections carousel qui se retrouvent un peu plus bas sur la page. Et généralement, on sait qu'il n'y a que la première, voire la deuxième slide qui sont consultées par les visiteurs. Et donc, si tu as des arguments de vente sur la 4e, 5e slide ou après, tu peux être sûr que personne va les voir quasiment. Donc, dans ces cas-là, aussi A/B tester, mais privilégier le contenu en vertical. À la verticale, les uns en dessous des autres, en mettant les points importants là-dessus. Ce qu'on dit généralement, notamment sur les sections produits, il y a beaucoup de sites encore qui disent ah ouais, c'est stylé les sliders et tout, mais sauf qu'en fait, en réalité, tu viens de le dire, t'as que 1,2 produit qui est affiché. Et du coup, ce qu'on recommande généralement, c'est de faire plutôt ce qu'on appelle chez Moon, je sais pas si c'est un terme exact, mais en gros, on appelle ça des 2v2, c'est 2 produits les uns sous les autres. Ça, c'est un élément important. Donc, pareil, alors ça, pour le coup, on l'a A/B testé il y a un petit moment aussi et on a vu clairement la différence. Autre point, moi, petite perso, j'ai pas de stats là-dessus, mais en tout cas, on évite dans le design d'avoir genre 2-3 sliders les uns sous les autres. T'as un slider pour les produits, un slider pour les catégories, un slider pour ton blog. Enfin, faut arrêter avec ça. Si vous pouvez ne pas en mettre, c'est bien. Après, des fois, les sliders, et je m'arrêterai là, ça peut être intéressant pour des sections qui ont des images. Peut-être des lookbooks, tu vois, enfin des sections lookbook où donc ça peut être intéressant parce que ça t'immerge notamment sur des marques premium, etc. Donc on comprend que les sliders c'est assez stylé et tout pour des marques un peu premium, mais en termes de conversion pure, c'est pas l'idéal, quoi. Ouais, il faut trouver le juste équilibre parce que même quand tu t'affiches du contenu vertical à la place des sliders, ça peut aussi rallonger le contenu sur la page et donc faire une page à la rallonge, et dans le même cas, les gens vont pas scroll jusqu'en bas. Donc il faut trouver un équilibre. Mais avec des outils comme hitmap.com par exemple, tu peux regarder quel élément rapporte le plus de revenus par les utilisateurs. Et dans ces cas-là, si c'est un carousel, tu A/B testes le contenu, de le mettre à la verticale, et donc tu peux aussi jauger comme ça et tu privilégies ces éléments-là. Ouais, hyper intéressant. Et en plus, juste avant de faire ce podcast, vous étiez en call avec Ben avec Hitmap. Ce qui est intéressant, c'est que Hitmap s'interface aussi avec IntelliGems. Exactement. Donc, tu peux faire ton A/B test et voir aussi tes stats
de ta version Exactement, directement et dans ta l'outil, version 2v2 comme je l'expliquais peut-être mal, mais voilà. Et du coup c'est hyper intéressant parce qu'en effet tu peux te rendre compte, je pense, et pour le coup vous nous direz si c'est pas le cas, mais c'est quasi certain que les slides du fond de votre carrousel elles sont pas vues. Le truc à faire s'il y a des carousels, c'est aussi de laisser dépasser, tu sais, la deuxième image pour montrer que vraiment que tu peux swipe, enfin j'ai pas le terme swipe ou scroll sur le côté, mais montrer aussi que tu as une deuxième image, ce qui se fait beaucoup avec les images produites sur mobile. Mais montrer au moins une deuxième image ou qu'il y a plusieurs étapes en tout cas. C'est ce qui est fait quand même généralement maintenant, j'ai l'impression que dans l'écosystème e-commerce, c'est ce qui est généralement fait maintenant, ce truc de la deuxième image qui dépasse pour aider à scroller. Donc ça évidemment c'est important, ou que tu aies une petite flèche, en tout cas que tu aies mais ça suffit pas généralement. Mais ouais, généralement ça suffit pas parce qu'en effet tu l'as mis, c'était dans ton intro, c'est que ça demande un effort. Tu as mis carousel mobile, le piège de l'effort cognitif, c'est exactement ça. Là. C'est moi ChatGPT, ça je sais pas ce qu'il avait mis, mais c'est le titre effectivement. Ouais. Quatrième point, les filtres sur les pages collection. Alors c'est un truc qui peut paraître tout con, mais vous pouvez gagner énormément de temps de navigation si vous organisez mieux vos filtres, et tu vas nous expliquer comment. Oui, typiquement, si on prend les marques de t-shirts par exemple, qui a, je sais pas, 50 produits, on va dire 50 t-shirts, et que tu as col rond, col V, col américain, enfin je sais pas, peu importe. T'as dit c'est col américain? Je sais pas, j'ai dit comme ça, c'est mon premier podcast, mais en gros sur beaucoup de les pages collection, c'est quand même drive quand même beaucoup de trafic, ça aide à prendre des décisions pour le parcours d'achat, et généralement tu as le petit onglet trier et filtrer, et quand tu vas dans les filtres, déjà tu as un clic, et après il faut que tu sélectionnes, etc. C'est assez compliqué, alors que là si tu affiches clairement de manière visible, potentiellement en format story en rond comme les différentes catégories, tu gagnes du temps, et tu facilites le parcours d'achat pour les utilisateurs. C'est des quick tips. Après, il faut regarder, tu peux aussi faire une analyse de quels filtres sont les plus cliqués ou les plus sélectionnés, et c'est ceux-là que tu mets en avant, et puis après tu fais différents tests pour voir quel filtre mettre en avant. Mais effectivement, il faut que ça soit plus visible et dans l'état d'esprit du mobile. Ouais, carrément. Mais typiquement, c'est ce que tu disais, c'est que par exemple vos catégories, vous les analysez, vous vendez des vêtements, tu l'as dit, des t-shirts, des pulls, des pantalons, des robes, ok, si ce qui est le plus cliqué, c'est des robes le plus vendu, tu mets directement ton filtre robe préparé tout en haut. Tu peux avoir différents types de robes, mais ou tu peux mettre des couleurs, je sais pas, mettre en avant, et pas forcément avoir besoin de rentrer dans l'élément filtre, le bouton filtre, et de devoir chercher après, ce qui est assez compliqué, et surtout qu'à chaque fois que tu veux rechanger de filtre, généralement tu es obligé de retourner dedans, réinitialiser, etc. Ça a beaucoup de clics, et puis tu perds les utilisateurs, ça drop. Et il y a deux côtés là-dedans, c'est qu'en effet c'est un accès plus rapide. Genre, tu es venu sur le site, il y a, je sais pas, 75% de chances que tu recherches une robe. C'est bien que tu aies déjà le filtre. Et l'autre élément, c'est qu'en dehors de l'élément qui est un peu obvious de « Ok, ce site-là vend des robes ou des t-shirts », tu disais, tu découvres aussi des catégories plus rapidement de celles qui sont souvent utilisées. C'est-à-dire que si tu as ton pré-filtre robe qui est à côté de chaussettes, par exemple, si tu as beaucoup de chaussettes, peut-être que moi je suis arrivé sur le site en voulant acheter des robes et je savais pas que tu faisais des chaussettes. Tu vois, bon, après, robes et chaussettes, je sais pas si c'est. Voilà, mais. Il y a un combo de collection. Oui, exactement. C'est que ça aide aussi à l'exploration pour moins te galérer, et c'est le truc classique du tes best-sellers, catégorie ou produit, il faut les mettre en avant tout le temps. Donc en haut de tes pages collection, présent sur ta homepage, enfin voilà. Donc c'est la même chose du coup sur ces pré-catégories. Ne les mets pas au fin fond de ton filtre, mets-les directement en pré-filtre. De manière visible sur ta page collection. Ça se fait beaucoup en rond maintenant, type story, mais tu peux faire un icône, un texte. Enfin, il y a plusieurs façons de l'afficher, mais qui soient en tout cas les rendre plus visibles et plus accessibles, plus simplement pour les visiteurs mobiles. En tout cas. Carrément. Et tu disais qu'il y avait, on parle de ça, mais tu disais impact mesurable, c'est des choses que tu as pu tester aussi avec certaines marques? J'ai pas testé, j'ai vu des tests, j'ai vu des trucs, c'est les bonnes pratiques, et puis je tombe aussi sur beaucoup de sites où je dois taper la catégorie filtre, et qui est assez... on le testera avec certains de nos clients, puis on vous donnera les résultats dans un prochain podcast avec grand plaisir. Cinquième élément, l'absence de paiement natif sur mobile. Alors ça, c'est un grand classique aussi. Ce qui est intéressant, et je ne spoilerai pas, c'est que tu as donné quand même pas mal de stats là-dedans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, expliquer ce que c'est aussi, parce que tout le monde ne sait peut-être pas. Le paiement natif sur mobile, ça paraît classique, surtout en 2025. Surtout comme on est connecté avec les smartphones et qu'on a l'habitude de payer comme ça. C'est le paiement par Apple Pay ou Google Pay en one click ou
en clic sur le côté, ce qui permet d'éviter de rentrer toutes ces informations de paiement et qui est déjà plus ou moins enregistré. Et effectivement, j'ai une petite stat, c'est que 42% des achats mobiles se font via ces solutions. Donc tu as Amazon Pay aussi qui arrive, etc. Mais en France, Apple Pay, Google Pay, je pense que c'est les plus... J'imagine, je sais pas si tu as l'info, mais j'imagine que peut-être dans cette stat, tu as aussi la partie PayPal. Pas que, tu dois avoir la partie PayPal aussi. En gros, c'est en effet toutes ces solutions rapides d'achat, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay aussi également. Il y a aussi ShopPay sur Shopify. ShopPay, exactement, Alors honnêtement, j'ai pas de stats non plus, je sais pas quelle place ça prend en France, mais qui sans doute peut-être aux US est un peu plus présent. Un peu plus présent, Mais bon, c'est un basique à avoir et si tu l'as pas, je pense que tu perds des conversions en tout cas ou perds des achats. Et tu peux le mettre à différents endroits, tu peux le mettre directement sur les pages produits, tu peux le rappeler dans ton panier. Enfin voilà, il y a plusieurs éléments qui te permettent aussi de le mettre. Tu as aussi une stat sur l'abandon de panier qui était un abandon de panier qui diminue de 35%, c'est ça? C'est une étude Shopify en plus, réduit l'abandon de panier de 35% et augmente la conversion de 2,8. Donc selon Shopify. Alors, augmenter la conversion de 2,8, j'ai mis un petit doute quand même, parce que ça me paraît énorme. Ça paraît énorme. Mais je pense que ça doit être sur un blog où ils mettent en avant ShopPay. C'est possible pour faire leur solution, mettre en avant leur solution, effectivement. Mais en tout cas, ces solutions-là sont indispensables. Si vous ne les avez pas, franchement, mettez-les direct parce que ça va être... Enfin, c'est un impact très significatif. À chaque fois que, pareil, on l'a installé ces dernières années sur les sites, on a vu vraiment des augmentations assez significatives. Et puis s'il n'y a pas de contraintes techniques, c'est plutôt simple à installer en plus directement depuis tes paramètres Shopify et tes applis de paiement. Ça marche. Écoute, c'était parfait pour un premier podcast, Martin. Ok, super. T'es au top. Tu vois, je t'avais dit que ça se passerait bien. C'était le cas, donc merci beaucoup. Ça sera tout pour cet épisode. On se retrouve dans un prochain épisode quand Martin tu reviendras nous voir à Nantes. Ouais, carrément, avec plaisir. Avec plaisir. On avait plein d'autres sujets, donc voilà. Donc je pense qu'on va faire pas mal de podcasts sur le CRO ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et écoutez, on se retrouve très vite. Merci Martin. Merci Simon. Salut. Ciao.